Ilya Yachine, bonjour, merci d'être avec nous. La guerre en Ukraine dure depuis plus de 4 ans maintenant. Aujourd'hui, où en est le conflit sur le terrain? Je pense qu'il s'agit d'une boucherie, particulièrement depuis plus d'un an, et sans que cela bouge. Ça rappelle beaucoup la Première Guerre mondiale, avec une ligne de front très étendue, des assauts inutiles, avec beaucoup de victimes, et sans qu'aucune des parties n'avance. Le front est bloqué, les soldats russes et ukrainiens meurent tous les jours. Je ne comprends pas à quoi ça sert. C'est une impasse stratégique et il n'y a pas de sortie. Depuis 4 ans, l'Ukraine résiste, Vladimir Poutine s'enlise. Quels sont les objectifs du pouvoir russe en Ukraine? Je pense que les objectifs de Poutine n'ont pas changé. Je pense qu'il veut toujours prendre sous son contrôle toute l'Ukraine. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne veut pas seulement le Donbass. Il voudrait faire renaître tout l'Empire russe. Et il pense que l'Empire russe n'est pas possible sans l'Ukraine. Mais globalement, Poutine voudrait changer l'ordre mondial. C'est pour ça que la propagande de Poutine est très agressive en Europe. Il essaye d'influencer vos élections. Justement, le Kremlin tente de diffuser en Europe des vérités alternatives, des fausses informations même. Cette stratégie de propagande de Vladimir Poutine, est-ce qu'elle vise à diviser les Européens pour mieux affaiblir l'Ukraine? C'est exactement ça. C'est précisément l'idée qu'ont les stratèges du Kremlin. C'est pour ça que j'étais très en colère d'entendre votre interview de Sergueï Lavrov. Parce que cette interview, elle s'inscrit exactement dans cet objectif de propagande et de division des alliés européens. Lavrov voulait expliquer aux Français certaines choses toxiques pour que, lors des élections, les Français votent pour des politiques anti-ukrainiens. Des politiques qui ne voudraient pas continuer à soutenir l'Ukraine et qui voudraient rétablir les relations avec les Russes. Des politiques qui diraient que tout est de la faute de l'Ukraine. Lavrov était là pour influencer l'opinion publique. C'est triste que l'Europe n'ait toujours pas créé des mécanismes de protection contre cette propagande russe. Au-delà de la diffusion de fausses informations sur ce qu'il se passe sur le front, le Kremlin ment aussi sur les raisons de ce conflit. Il estime que l'Ukraine est la seule responsable de la guerre car le pays serait dirigé par des nazis. Ces mensonges permanents, c'est une nécessité pour Vladimir Poutine pour manipuler l'opinion publique? C'est comme ça que ça fonctionne la propagande de Poutine. Le mal est appelé le bien et le bien est appelé le mal. La guerre, c'est la paix. Et les victimes sont les bourreaux. Toute propagande militariste fonctionne comme ça. Lorsqu'Hitler avait commencé la guerre, il considérait ça comme une guerre de libération. Une partie de la population allemande qui était nourrie par cette propagande y croyait. Mais on savait très bien qu'il s'agissait d'une agression. Là, c'est le Kremlin qui a agressé l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas traversé la frontière russe. Elle n'a pas envoyé de chars en Russie. Nous savons qu'en février 2022, l'ordre a été donné d'attaquer l'Ukraine. Après, les soldats russes et les chars ont traversé la frontière et sont allés vers Kiev, vers Odessa. Les missiles ont été envoyés pour tuer des défenseurs de l'Ukraine, des civils, pour détruire leurs maisons. Et cela depuis déjà plus de 4 ans. Donc continuer à écouter ces mensonges après 4 ans de guerre, c'est absolument insupportable. Surtout les fauteurs de guerre comme Lavrov répètent souvent que l'Europe empêche le règlement pacifique en Ukraine. Que Poutine et Trump se seraient mis rapidement d'accord, sinon, pour régler le conflit. Que c'est l'Europe qui empêche la paix. Donc c'est étonnant, parce que l'Europe n'a déclaré la guerre à personne. Il ne mène aucune guerre en ce moment. Il s'agit d'un mensonge typique du Kremlin, pour dire que c'est l'Europe qui est coupable et responsable de la poursuite de la guerre. Justement, comment faire barrage à cette propagande russe en Europe?
Je pense qu'il faut tout simplement essayer de raconter la vérité. Sur les réseaux sociaux, par exemple. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler. Je pense qu'il faut discuter ouvertement avec les gens. Je vous remercie de m'avoir invité pour répondre aux mensonges de Lavrov. Moi aussi, je suis russe. J'ai le passeport russe comme Lavrov. J'ai beaucoup vécu à Moscou, je suis né en Russie, donc je suis un patriote russe. Je ne veux que du bien à mon pays. Je pense que Poutine et Lavrov endommagent beaucoup mon pays, font beaucoup de mal à la Russie. Donc il faut absolument avoir des points de vue alternatifs, exprimés par les opposants russes notamment. Il y a beaucoup de Russes qui s'opposent à cette politique et à cette guerre. Il faut indiquer qu'il y a des gens normaux en Russie, qu'il y a une autre opinion. Qui voudraient que la Russie établisse des relations en bon voisinage avec l'Europe, que les liens avec l'Europe soient rétablis. Parce qu'à la fin des fins, la garantie de sécurité de l'Europe, ce n'est pas seulement une économie forte et une armée forte. La Russie démocratique pourrait être une garantie très importante de la sécurité de l'Europe. Si la Russie redevient un pays démocratique normal, partageant les valeurs européennes, alors tout le monde va y gagner. Les Russes et les Européens ne craindront plus une agression à partir de la Russie. Parmi les fausses informations diffusées par Sergueï Lavrov, il y a l'idée selon laquelle les Russes ne cibleraient jamais les civils, hormis lorsqu'ils seraient liés à l'armée ukrainienne. Là encore, on est face à des mensonges flagrants du Kremlin. Vous savez, ce sont des mensonges qu'on ne peut plus prendre au sérieux maintenant. 2 ou 3 fois par semaine, l'Ukraine est agressée par des centaines de drones et de missiles. Beaucoup de drones sont envoyés directement dans les maisons, dans les habitations. En plein hiver, lorsque les gens ont froid, les structures énergétiques sont bombardées. Ça, c'est du terrorisme. Quel est l'intérêt d'attaquer ces structures énergétiques ? C'est pour torturer les gens, pour qu'ils se retrouvent dans des conditions insupportables et qu'ils demandent des concessions à leur gouvernement. Et pour que les gens demandent de satisfaire les exigences du Kremlin. C'est du terrorisme. Les habitations sont bombardées, les enfants et les vieux sont tués, les crèches sont touchées, les hôpitaux aussi. Avec les nouvelles technologies, cette guerre est la plus documentée de l'histoire. Par exemple, la tragédie de Boutcha, c'est un crime de guerre très investigué. Что даже обсуждать уже здесь нечего. Здесь просто нужно арестовывать военных преступников и предавать их... Pas besoin de plus de preuves. Il faut arrêter les criminels de guerre et les envoyer au tribunal. Et nous, on continue d'avoir des discussions avec eux, alors que ce sont des barbares. Vous évoquez le massacre de Boutcha, c'était au début de la guerre en 2022. Vous faites partie des premiers à avoir dénoncé les crimes commis par l'armée russe sur des civils. Vous avez été condamné à de la prison pour cela. La responsabilité russe a été documentée sur place, mais le Kremlin nie les faits. C'est une version qu'ils tiennent aussi devant l'opinion publique russe. Il leur en parle de la même façon que Lavrov l'a expliqué sur votre chaîne. Aux Russes, c'est présenté exactement comme pour vous. Les autorités disent que c'est faux, qu'aucun civil n'est mort à Boutcha, qu'il n'y avait pas de cadavres. Que ces cadavres ont été installés, que c'était des acteurs qui représentaient les cadavres. Ils disaient que c'est une mise en scène, une mystification qui a été organisée, et donc pas un soi-disant crime de guerre qui n'a jamais eu lieu. Ils expliquent très sérieusement que ces civils, avec leurs mains attachées, qui gisaient sur la route, c'étaient des acteurs dans le cadre d'une mise en scène. Vous imaginez comme c'est terrible d'entendre ça pour les gens qui ont perdu leurs proches à Boutcha? Face à ce discours propagandiste en Russie, quelle est la place donnée à la liberté d'expression dans le pays ? Est-ce qu'il est possible de s'exprimer librement sur la guerre et possible de s'informer librement aussi ? Je peux vous prendre mon propre exemple sur comment fonctionne la liberté d'expression, dont Lavrov a parlé à vos collègues de la télévision française.
Я больше 2 лет провел в тюрьме. J'ai passé plus de 2 ans en prison, 25 mois, За то, что pour я avoir parlé du massacre à говорил Boutcha, про резню в Буче, про трагедию в Буче, то, что dans un sens qui n'avait rien à voir avec la version и officielle. вышел только потому, что меня обменяли. Après, j'ai pu sortir car j'ai été échangé avec d'autres prisonniers. Говорят правду. Tous ceux qui parlent de façon indépendante en Russie sont envoyés en prison. Независимые СМИ, которые работали в России, объявлены нежелательными организациями. Si les médias indépendants disent des choses indésirables pour le Kremlin, ils sont emprisonnés. Ils sont tous à l'étranger maintenant. Почти все эти СМИ сейчас базируются за границей. Конечно, Bien sûr, il reste des possibilités pour avoir des informations alternatives. Par exemple, il faut installer des VPN, mais ça devient de plus en plus compliqué. Но делать это с каждым разом все сложнее и сложнее. Il y a un rideau de fer qui descend lentement mais sûrement sur les libertés en Russie. Этот занавес опускается очень медленно. Donc aujourd'hui, но очень il y a très peu последовательно. d'accès pour une information На véridique, сегодняшний день, alors que la propagande du Kremlin est déversée tous les jours dans des quantités massives. что пропаганда, кремлевская пропаганда, льется каждый день в огромных масштабах. Les réseaux sociaux sont bloqués. Социальные сети. В России давно заблокирован Facebook est bloqué depuis давно longtemps, заблокирован le réseau Twitter, social X давно est aussi bloqué, заблокирован, YouTube également. И сейчас последний шаг, сейчас запрещают пользоваться. Maintenant, ils ne Telegram. peuvent utiliser que Почему? Telegram. Для того, чтобы у Et граждан Telegram, России, c'est моих russe. соотечественников, Donc il n'y a не было aucune никакого alternative. доступа к альтернативной информации. Et les gens ne peuvent qu'écouter les mensonges de Lavrov et d'autres propagandistes. Повторяет Лавров и другие пропагандисты. On parle beaucoup de la propagande russe, mais quels sont les effets de cette propagande sur la population en Russie? Очень маленькая и маргинальная часть. Il n'y a qu'une partie marginale, qu'une petite partie qui veut la guerre jusqu'à la victoire. Эта группа людей становится все меньше и меньше и меньше, и мало кто верит. Il y en a de moins en moins tous les jours. Общее мнение сегодня. Il y a peu de gens qui continuent à croire que l'on peut gagner cette guerre. L'opinion générale en Russie pense que cette guerre doit se terminer au plus vite. Il y a une grande fatigue de cette guerre. Les motivations sont différentes. Certains disent qu'il faut s'arrêter sur la ligne de front, d'autres pensent qu'il faut retirer complètement les troupes de l'Ukraine. En tout cas, tout le monde comprend que cette guerre a frappé notre économie, a conduit à beaucoup de morts et nous vole notre avenir. Poutine est obligé d'augmenter les impôts. Le budget est confronté à un manque d'argent. C'est une catastrophe nationale qui se déroule devant les yeux des gens. Vladimir Poutine, lui, comment se sent-il aujourd'hui? Après 4 ans de résistance de l'Ukraine, est-ce qu'il vit cet enlisement du conflit comme un échec personnel? Je pense que tout cela a été une grande surprise pour Poutine. Personne ne s'attendait à une guerre aussi longue. Quand la guerre a commencé, les propagandistes russes disaient que ça prendrait quelques jours, quelques mois tout au plus. Déjà au mois de mars 2022, au bout d'un mois de guerre, ils avaient organisé un meeting pour célébrer le retour de la Crimée en Russie. Ils voulaient faire un meeting en Ukraine aussi, qui n'a pas eu lieu. Donc pour Poutine, c'était une très grande surprise que les Ukrainiens se considèrent comme une nation indépendante et qu'ils y tiennent. Mais il pense que c'est encore possible de les pousser à bout et que les Ukrainiens vont céder. Il pense toujours que c'est possible car l'Ukraine brûle un peu tous les jours dans la guerre. Pour terminer, comment voyez-vous l'avenir en Russie? Est-ce que vous êtes optimiste? Je dis toujours que je suis optimiste en parlant de moi-même, même s'il n'y a aucune raison d'être optimiste actuellement. Je sais que des temps difficiles attendent de la Russie. Il y a une guerre terrible, mais aussi une stratification de la société entre les riches et les pauvres. Ajoutez à cela des désaccords intérieurs, tout cela crée une atmosphère très lourde dans le pays. Une longue lutte nous attend pour régler cette chienlit qui existe en Russie. Je pense que le peuple russe aura une chance de retour à un chemin civilisé pour son développement. Je pense pouvoir aider mon peuple dans cette voie. Je rappelle que vous vivez aujourd'hui en exil en Allemagne depuis que vous vous êtes opposé publiquement à Vladimir Poutine. Merci Ilya Yashin d'avoir été avec nous. Спасибо.